Discours sur l'économie politique, 1758. L'économie politique peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité par opposition à l'économie domestique. L'expression des « économies politiques » est créée au début du XVIIe siècle et employée à l'origine selon Charles Gide pour décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations incluant le budget. Pour Léon Walras, l'économie politique se définit comme l'exposé de ce qui est et le programme de ce qui devrait être. Si Antoine de Montchrestien, avec son traité de l'économie politique paru en 1615, est traditionnellement considéré comme l'un des premiers à employer ce vocable dans le sens précité, Gregory King, historien de l'économie, indique pour sa part que le premier à utiliser l'expression « économie politique » serait Louis Turquet de Mayerne en 1611 dans son livre La monarchie aristodémocratique, où le gouvernement composé est meslé des trois formes de légitime république. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot « économie » remplace progressivement le terme des « économies politiques ». Si William Stanley Jevon, un tenant de l'emploi de méthodes mathématiques, a dès 1879 plaidé pour l'adoption du terme « économie », qu'il trouve à la fois plus bref et dont il espère la reconnaissance en tant que science, la science économique, il intitule malgré tout encore son livre publié en 1879 A Theory of Political Économie. Ce n'est qu'en 1890 que le mot d'économie s'impose avec la publication par Alfred Marshall des Principles of Economics. Dans l'esprit de Marshall, le fait d'éviter l'emploi du terme « politique » affranchit l'économie de ses liens avec les partis politiques. Jusqu'à la crise financière mondiale débutant en 2007, le terme d'économie politique peut référer, à l'analyse marxiste, à des approches émanant de l'école de Chicago, économie, ou à l'école de Virginie, ou simplement aux conseils donnés par les économistes au gouvernement concernant les politiques économiques globales ou des sujets plus restreints. Selon Alberto Alesina, ces écoles ont étendu depuis les années 1970 le champ de l'économie politique bien au-delà du seul domaine où des planistes maximisent l'utilité d'une population, pour prendre en compte la façon dont les forces politiques affectent les choix des politiques économiques, notamment dans la distribution des revenus et les politiques de redistribution, ainsi que sur les institutions économiques. Après la crise de 2007, le terme des « économies politiques » revient sur le devant de la scène, notamment en France. L'économie politique selon Antoine de Montchrestien. Antoine de Montchrestien forge le terme d'économie politique pour renverser la thèse aristotélicienne de l'indépendance et de la supériorité de la vie proprement politique sur cette partie de la vie qui est consacrée à la production et dont traite l'économique ou science de la famille. Il ajoute: on peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de Xénophon, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie principale du tout, et que la science d'acquérir des biens, qu'il nomme ainsi, est commune aux républiques aussi bien qu'aux familles. De même, l'homme est né pour vivre en continuel exercice et occupation, ou encore,
Le bonheur des hommes, pour en parler à notre mode, consiste principalement en la richesse, et la richesse dans le travail. Montchrestien fait valoir 1. Que l'enrichissement du peuple est au moins aussi efficace que de recourir à la guerre, comme le prône Machiavel, ou de se livrer à la contemplation, comme le préconise Aristote. 2. Qu'il faut célébrer le travail de l'agriculture, faire l'éloge de l'industrie et de la manufacture. 3. Qu'il faut mettre dans la société au-dessus de tout le rôle du marchand. Dans le corps social, il est semblable au cerveau dans le corps de l'individu. D'où l'on peut conclure que les marchands sont plus utiles en l'état, et que leur souci de profit, qui s'exerce dans le travail et l'industrie, fait et cause une bonne part du bien public. Que pour cette raison, on leur doive permettre l'amour et quête du profit, je crois que tout le monde l'accordera. Première évolution du concept. Article connexe, Histoire de la pensée économique. La signification du terme « économie politique » va fluctuer selon les périodes en fonction des situations économiques rencontrées par les sociétés globales. Selon les mercantilistes, les thèses développées par Antoine de Montchrestien font entendre un son nouveau et préfigurent les idées mercantilistes. Nous ne sommes plus au temps où l'on se nourrissait du gland tombé des chênes secoués, où les fruits que la terre produisait et l'eau pure étaient de grandes délices. C'est pourquoi ces belles contemplations des philosophes ne sont qu'en idées, et pour une république où l'on n'aurait que faire de labourer, ni d'agir. Le mercantilisme, qui domine la pensée économique entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, modifie le sens du terme « économie politique » en ne s'intéressant, avec l'émergence des monarques absolus, d'abord qu'à la richesse du prince, censée être équivalente à la prospérité du royaume et de ses sujets. Les mouvements les plus avancés dans cette perspective sont fournis par le colbertisme français ou le caméralisme allemand. Adam Smith avait conscience de ce que la définition de Montchrestien comporte d'arrière-fond mercantiliste, aussi il insiste dans La richesse des nations sur l'aspect enquête sur la nature et la cause de la richesse des nations. Selon les physiocrates, à la suite de Pierre de Bois-Guilbert et Richard Cantillon, François Quesnay et le marquis de Mirabeau fondent l'école des physiocrates. Ceux-ci professent que la richesse d'une nation consiste en la richesse des produits agricoles et donc des propriétaires terriens. En étudiant la formation de cette richesse, leur réponse à la question de la politique économique des États est en substance qu'ils ne doivent pas en avoir ou que le pouvoir d'État doit intervenir aussi peu que possible dans la vie économique. Les physiocrates contribuent ainsi de façon décisive à la création de la tradition libérale qui domine la pensée économique jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'économie qu'ils appellent de leur vœu est une économie plus entrepreneuriale et individualiste que politique. En défendant l'existence de droits naturels supérieurs dans leur théorie du despotisme légal, les physiocrates rejoignent aussi la tradition libérale de philosophie politique inaugurée par John Locke et diffusée notamment par Frédéric Bastiat, 1801 à 1850. L'école d'économie politique anglaise. Présentation et membres. En général, on distingue 3 générations. 1.
La première, celle des fondateurs, couvre la période de 1798 à 1830 et comprend notamment Jesse Mill, David Ricardo, qui écrit en 1817 ses principes d'économie politique, Thomas Malthus, qui écrit en 1798 son essai en population, Robert Torrent, Thomas Tooke. À ces économistes, on peut ajouter Jean-Baptiste Say, qui est élu en 1822 membre étranger honoraire du Political Economy Club de Londres, cercle fondé en 1821 et dont furent membres l'essentiel des économistes politiques anglais de l'époque, ainsi qu'une vulgarisatrice. Influente, Mrs. Marcy, qui écrit en 1817 Conversations en Political Economy. 2. La seconde génération, qui va de 1830 à 1860, regroupe des auteurs comme Richard Whately, Nassau Senior, le premier professeur d'économie politique à Oxford, en 1826, M.C. Culoche, qui écrit en 1847 Literature of Political Economy, et John Stuart Mill, qui publie en 1848 ses Principles of Political Economy, un livre utilisé dans le monde anglophone jusque dans les années 1930. 3. La troisième génération inclut notamment Bajot, Stanley Jevon, Henry Sidgwick, qui écrit un livre intitulé Political Economy en 1883 et qui joue un rôle important dans la mutation de l'économie politique anglaise à une vision cambridgienne de l'économie, John Neville Keynes, père de John Maynard Keynes et auteur de Scope and Method of Political Economy en 1891. Art, sciences et politique. Les nuances, pour ne pas dire les différences, entre les membres de l'école d'économie politique anglaise sont notables. Ainsi David Ricardo écrit à Malthus en 1820 « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie, une enquête sur la distribution. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science. Mais ce qui fait la spécificité de cette école, c'est qu'elle distingue nettement l'art de gouverner de la science de l'économie politique, dont le but pour Nassau Senior est établir les principes généraux qu'il est fatal de négliger. Au contraire, les économistes politiques des autres pays ne font pas cette différence à cette époque et chez eux, l'économie politique était à la fois un art et une science. Toutefois, si la distinction entre l'art du politique et la science de l'économie politique est forte dans cette école, il n'en demeure pas moins que le lien entre l'économie politique et la politique est dans les faits complexe. En effet, il y a une volonté de propager notamment par le biais du Political Economy Club les vrais principes de l'économie politique. Les membres de ce club sont hautement impliqués dans la vie politique anglaise, puisque 52 des 151 membres de ce club élus entre 1821 et 1870 furent parlementaires. Parmi eux, certains furent des hommes politiques de premier. Plantel William Ewart Gladstone, un des grands premiers ministres anglais du XIXe siècle. Il y a entre ses membres une très forte controverse vers 1820, entre le courant dit du radicalisme philosophique ou utilitarisme, courant laïque,
et ceux qui pensent qu'il faut réconcilier économie politique et la théologie, qui veulent montrer que la nouvelle science pouvait être cooptée comme une théodicée, et même mieux être utilisée pour démontrer le dessein bienveillant du Créateur. Finalement, un accord est trouvé entre les deux parties en séparant l'économie politique de la théologie. Mais en réalité, le débat ne cesse jamais réellement car il sous-tend le problème du laisser-faire et reparaîtra très fortement sous cette forme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les principaux axes analytiques. Les principaux axes sont la loi de la population de Malthus, la théorie des rendements décroissants, la théorie de la valeur travail de Ricardo, la loi de Say, qui dans sa version forte conduit au principe de neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas créer de l'activité. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, complétée par John Stuart Mill qui introduit la demande réciproque. L'économie politique allemande, dite école historique allemande, 1848 à 1918. Présentation et membres. L'école historique allemande a été, pour Esperson, l'hétérodoxie la plus influente de l'économie politique du XIXe siècle. Elle compte 3 générations d'économistes qui ont été très influents dans leur pays, en particulier dans l'instauration de lois sociales, raison pour laquelle ils ont parfois été appelés Kathedersozialisten, socialistes de la chair, au sens de chais universitaire. La première génération est composée de Wilhelm Rochet, 1817 à 1894, qui écrit en 1843 Outline of Lecture on Political Economy According to the Historical Method, Bruno Hildebrand, 1812 à 1878, et Karl Knie, 1821 à 1898. La seconde génération compte notamment Gustave Schmoller, 1838 à 1917, et Lujo Brentano. Pour la dernière génération, on peut citer Werner Sombart, 1863 à 1941, ainsi que des auteurs souvent associés à eux, Max Weber et Adolf Wagner. D'une manière, les membres de l'école d'économie politique allemande sont plus interventionnistes que les membres de l'école anglaise. Si Gustave Schmoller est en faveur d'une monarchie sociale, d'autres sont en faveur d'un gouvernement plus démocratique, et d'autres encore, Robert Wagner et le jeune Werner Sombart, pour un socialisme d'État. D'une façon générale, ils réinterprètent le caméralisme et seront les conseillers du prince, dont ils légitimeront les réformes.
Discours sur l'économie politique, 1758. L'économie politique peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité par opposition à l'économie domestique. L'expression des « économies politiques » est créée au début du XVIIe siècle et employée à l'origine selon Charles Gide pour décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations incluant le budget. Pour Léon Walras, l'économie politique se définit comme l'exposé de ce qui est et le programme de ce qui devrait être. Si Antoine de Montchrestien, avec son traité de l'économie politique paru en 1615, est traditionnellement considéré comme l'un des premiers à employer ce vocable dans le sens précité, Gregory King, historien de l'économie, indique pour sa part que le premier à utiliser l'expression « économie politique » serait Louis Turquet de Mayerne en 1611 dans son livre La monarchie aristodémocratique, où le gouvernement composé est meslé des trois formes de légitime république. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot « économie » remplace progressivement le terme des « économies politiques ». Si William Stanley Jevon, un tenant de l'emploi de méthodes mathématiques, a dès 1879 plaidé pour l'adoption du terme « économie », qu'il trouve à la fois plus bref et dont il espère la reconnaissance en tant que science, la science économique, il intitule malgré tout encore son livre publié en 1879 « The Theory of Political Economy ». Ce n'est qu'en 1890 que le mot d'économie s'impose avec la publication par Alfred Marshall des Principles of Economics. Dans l'esprit de Marshall, le fait d'éviter l'emploi du terme « politique » affranchit l'économie de ses liens avec les partis politiques. Jusqu'à la crise financière mondiale débutant en 2007, le terme d'économie politique peut référer, à l'analyse marxiste, à des approches émanant de l'école de Chicago, économie, ou à l'école de Virginie, ou simplement aux conseils donnés par les économistes au gouvernement concernant les politiques économiques globales ou des sujets plus restreints. Selon Alberto Alesina, ces écoles ont étendu depuis les années 1970 le champ de l'économie politique bien au-delà du seul domaine où des planistes maximisent l'utilité d'une population, pour prendre en compte la façon dont les forces politiques affectent les choix des politiques économiques, notamment dans la distribution des revenus et les politiques de redistribution, ainsi que sur les institutions économiques. Après la crise de 2007, le terme des « économies politiques » revient sur le devant de la scène, notamment en France. L'économie politique selon Antoine de Montchrestien. Antoine de Montchrestien forge le terme d'économie politique pour renverser la thèse aristotélicienne de l'indépendance et de la supériorité de la vie proprement politique sur cette partie de la vie qui est consacrée à la production et dont traite l'économique ou science de la famille. Il ajoute: on peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de Xénophon, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie principale du tout, et que la science d'acquérir des biens, qu'il nomme ainsi, est commune aux républiques aussi bien qu'aux familles. De même, l'homme est né pour vivre en continuel exercice et occupation,
ou encore le bonheur des hommes, pour en parler à notre mode, consiste principalement en la richesse, et la richesse dans le travail. Mon chrétien fait valoir 1. Que l'enrichissement du peuple est au moins aussi efficace que de recourir à la guerre, comme le prône Machiavel, ou de se livrer à la contemplation, comme le préconise Aristote. 2. Qu'il faut célébrer le travail de l'agriculture, faire l'éloge de l'industrie et de la manufacture. 3. Qu'il faut mettre dans la société au-dessus de tout le rôle du marchand. Dans le corps social, il est semblable au cerveau dans le corps de l'individu. D'où l'on peut conclure que les marchands sont plus utiles en l'état, et que leur souci de profit, qui s'exerce dans le travail et l'industrie, fait et cause une bonne part du bien public. Que pour cette raison, on leur doive permettre l'amour et quête du profit, je crois que tout le monde l'accordera. Première évolution du concept. Article connexe, Histoire de la pensée économique. La signification du terme, économie politique, va fluctuer selon les périodes en fonction des situations économiques rencontrées par les sociétés globales. Selon les mercantilistes, les thèses développées par Antoine de Montchrestien font entendre en son nouveau et préfigurent les idées mercantilistes. Nous ne sommes plus au temps où l'on se nourrissait du gland tombé des chênes secoués, où les fruits que la terre produisait et l'eau pure étaient de grandes délices. C'est pourquoi ces belles contemplations des philosophes ne sont qu'en idées, et pour une république où l'on n'aurait que faire de labourer, ni d'agir. Le mercantilisme, qui domine la pensée économique entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, modifie le sens du terme « économie politique » en ne s'intéressant, avec l'émergence des monarques absolus, d'abord qu'à la richesse du prince, censée être équivalente à la prospérité du royaume et de ses sujets. Les mouvements les plus avancés dans cette perspective sont fournis par le colbertisme français ou le caméralisme allemand. Adam Smith avait conscience de ce que la définition de Montchrestien comporte d'arrière-fond mercantiliste, aussi il insiste dans la richesse des nations sur l'aspect enquête sur la nature et la cause de la richesse des nations. Selon les physiocrates, à la suite de Pierre de Bois-Guilbert et Richard Cantillon, François Quesnay et le marquis de Mirabeau fondent l'école des physiocrates. Ceux-ci professent que la richesse d'une nation consiste en la richesse des produits agricoles et donc des propriétaires terriens. En étudiant la formation de cette richesse, leur réponse à la question de la politique économique des États est en substance qu'ils ne doivent pas en avoir ou que le pouvoir d'État doit intervenir aussi peu que possible dans la vie économique. Les physiocrates contribuent ainsi de façon décisive à la création de la tradition libérale qui domine la pensée économique jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'économie qu'ils appellent de leur vœu est une économie plus entrepreneuriale et individualiste que politique. En défendant l'existence de droits naturels supérieurs dans leur théorie du despotisme légal, les physiocrates rejoignent aussi la tradition libérale de philosophie politique inaugurée par John Locke et diffusée notamment par Frédéric Bastiat, 1801 à 1850. L'école d'économie politique anglaise. Présentation et membres. En général, on distingue 3 générations. 1.
La première, celle des fondateurs, couvre la période de 1798 à 1830 et comprend notamment Jesse Mill, David Ricardo, qui écrit en 1817 ses principes d'économie politique, Thomas Malthus, qui écrit en 1798 son essai en population, Robert Torrent, Thomas Tooke. À ces économistes, on peut ajouter Jean-Baptiste Say, qui est élu en 1822 membre étranger honoraire du Political Economy Club de Londres, cercle fondé en 1821 et dont furent membres l'essentiel des économistes politiques anglais de l'époque, ainsi qu'une vulgarisatrice. Influente, Mrs. Marcy, qui écrit en 1817 Conversations en Political Economy. 2. La seconde génération, qui va de 1830 à 1860, regroupe des auteurs comme Richard Whately, Nassau Senior, le premier professeur d'économie politique à Oxford, en 1826, M.C. Culoche, qui écrit en 1847 Literature of Political Economy, et John Stuart Mill, qui publie en 1848 ses Principles of Political Economy, un livre utilisé dans le monde anglophone jusque dans les années 1930. 3. La troisième génération inclut notamment Bagehot, Stanley Jevon, Henry Sidgwick, qui écrit un livre intitulé Political Economy en 1883 et qui joue un rôle important dans la mutation de l'économie politique anglaise à une vision cambridgienne de l'économie. John Neville Keynes, père de John Maynard Keynes et auteur de Scope and Method of Political Economy en 1891. Art, sciences et politique. Les nuances, pour ne pas dire les différences, entre les membres de l'école d'économie politique anglaise sont notables. Ainsi David Ricardo écrit à Malthus en 1820 « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie, une enquête sur la distribution. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science. Mais ce qui fait la spécificité de cette école, c'est qu'elle distingue nettement l'art de gouverner de la science de l'économie politique, dont le but pour Nassau Senior est d'établir les principes généraux qu'il est fatal de négliger. Au contraire, les économistes politiques des autres pays ne font pas cette différence à cette époque et chez eux, l'économie politique était à la fois un art et une science. Toutefois, si la distinction entre l'art du politique et la science de l'économie politique est forte dans cette école, il n'en demeure pas moins que le lien entre l'économie politique et la politique est dans les faits complexe. En effet, il y a une volonté de propager notamment par le biais du Political Economy Club les vrais principes de l'économie politique. Les membres de ce club sont hautement impliqués dans la vie politique anglaise, puisque 52 des 151 membres de ce club élus entre 1821 et 1870 furent parlementaires. Parmi eux, certains furent des hommes politiques de premier. Plantel William Ewart Gladstone, un des grands premiers ministres anglais du XIXe siècle. Il y a entre ses membres une très forte controverse vers 1820, entre le courant dit du radicalisme philosophique ou utilitarisme, courant laïque,
et ceux qui pensent qu'il faut réconcilier économie politique et la théologie, qui veulent montrer que la nouvelle science pouvait être cooptée comme une théodicée, et même mieux être utilisée pour démontrer le dessein bienveillant du Créateur. Finalement, un accord est trouvé entre les deux parties en séparant l'économie politique de la théologie. Mais en réalité, le débat ne cesse jamais réellement car il sous-tend le problème du laisser-faire et reparaîtra très fortement sous cette forme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les principaux axes analytiques. Les principaux axes sont la loi de la population de Malthus, la théorie des rendements décroissants, la théorie de la valeur travail de Ricardo, la loi de Say, qui dans sa version forte conduit au principe de neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas créer de l'activité. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, complétée par John Stuart Mill qui introduit la demande réciproque. L'économie politique allemande, dite école historique allemande, 1848 à 1918. Présentation et membres. L'école historique allemande a été, pour Esperson, l'hétérodoxie la plus influente de l'économie politique du XIXe siècle. Elle compte 3 générations d'économistes qui ont été très influents dans leur pays, en particulier dans l'instauration de lois sociales, raison pour laquelle ils ont parfois été appelés cathédres socialisten, socialistes de la chair, au sens de chais universitaire. La première génération est composée de Wilhelm Rochet, 1817 à 1894, qui écrit en 1843 Outline of Lecture on Political Economy According to the Historical Method, Bruno Hildebrand, 1812 à 1878, et Karl Knie, 1821 à 1898. La seconde génération compte notamment Gustav Schmoller, 1838 à 1917, et Lujo Brentano. Pour la dernière génération, on peut citer Werner Sombart, 1863 à 1941, ainsi que des auteurs souvent associés à eux, Max Weber et Adolf Wagner. D'une manière, les membres de l'école d'économie politique allemande sont plus interventionnistes que les membres de l'école anglaise. Si Gustav Schmoller est en faveur d'une monarchie sociale, d'autres sont en faveur d'un gouvernement plus démocratique, et d'autres encore, Robert Wagner et le jeune Werner Sombart, pour un socialisme d'État. D'une façon générale, ils réinterprètent le caméralisme et seront les conseillers du prince, dont ils légitimeront les réformes.
Discours sur l'économie politique, 1758. L'économie politique peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité par opposition à l'économie domestique. L'expression des économies politiques est créée au début du XVIIe siècle et employée à l'origine selon Charles Gide pour décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations incluant le budget. Pour Léon Walras, l'économie politique se définit comme l'exposé de ce qui est et le programme de ce qui devrait être. Si Antoine de Montchrestien, avec son traité de l'économie politique paru en 1615, est traditionnellement considéré comme l'un des premiers à employer ce vocable dans le sens précité, Gregory King, historien de l'économie, indique pour sa part que le premier à utiliser l'expression « économie politique » serait Louis Turquet de Mayerne en 1611 dans son livre La monarchie aristodémocratique, où le gouvernement composé est meslé des trois formes de légitime république. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot « économie » remplace progressivement le terme des « économies politiques ». Si William Stanley Jevon, un tenant de l'emploi de méthodes mathématiques, a dès 1879 plaidé pour l'adoption du terme « économie », qu'il trouve à la fois plus bref et dont il espère la reconnaissance en tant que science, la science économique, il intitule malgré tout encore son livre publié en 1879 « A Theory of Political Economy ». Ce n'est qu'en 1890 que le mot d'économie s'impose avec la publication par Alfred Marshall des Principles of Economics. Dans l'esprit de Marshall, le fait d'éviter l'emploi du terme « politique » affranchit l'économie de ses liens avec les partis politiques. Jusqu'à la crise financière mondiale débutant en 2007, le terme d'économie politique peut référer, à l'analyse marxiste, à des approches émanant de l'école de Chicago, économie, ou à l'école de Virginie, ou simplement aux conseils donnés par les économistes au gouvernement concernant les politiques économiques globales ou des sujets plus restreints. Selon Alberto Alesina, ces écoles ont étendu depuis les années 1970 le champ de l'économie politique bien au-delà du seul domaine où des planistes maximisent l'utilité d'une population, pour prendre en compte la façon dont les forces politiques affectent les choix des politiques économiques, notamment dans la distribution des revenus et les politiques de redistribution, ainsi que sur les institutions économiques. Après la crise de 2007, le terme des « économies politiques » revient sur le devant de la scène, notamment en France. L'économie politique selon Antoine de Montchrestien. Antoine de Montchrestien forge le terme d'économie politique pour renverser la thèse aristotélicienne de l'indépendance et de la supériorité de la vie proprement politique sur cette partie de la vie qui est consacrée à la production et dont traite l'économique ou science de la famille. Il ajoute: on peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de Xénophon, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie principale du tout, et que la science d'acquérir des biens, qu'il nomme ainsi, est commune aux républiques aussi bien qu'aux familles. De même, l'homme est né pour vivre en continuel exercice et occupation,
ou encore le bonheur des hommes, pour en parler à notre mode, consiste principalement en la richesse, et la richesse dans le travail. Mon chrétien fait valoir 1. Que l'enrichissement du peuple est au moins aussi efficace que de recourir à la guerre, comme le prône Machiavel, ou de se livrer à la contemplation, comme le préconise Aristote. 2. Qu'il faut célébrer le travail de l'agriculture, faire l'éloge de l'industrie et de la manufacture. 3. Qu'il faut mettre dans la société au-dessus de tout le rôle du marchand. Dans le corps social, il est semblable au cerveau dans le corps de l'individu. D'où l'on peut conclure que les marchands sont plus utiles en l'état, et que leur souci de profit, qui s'exerce dans le travail et l'industrie, fait et cause une bonne part du bien public. Que pour cette raison, on leur doive permettre l'amour et quête du profit, je crois que tout le monde l'accordera. Première évolution du concept. Article connexe, Histoire de la pensée économique. La signification du terme « économie politique » va fluctuer selon les périodes en fonction des situations économiques rencontrées par les sociétés globales. Selon les mercantilistes, les thèses développées par Antoine de Montchrestien font entendre en son nouveau et préfigurent les idées mercantilistes. Nous ne sommes plus au temps où l'on se nourrissait du gland tombé des chênes secoués, où les fruits que la terre produisait et l'eau pure étaient de grandes délices. C'est pourquoi ces belles contemplations des philosophes ne sont qu'en idées, et pour une république où l'on n'aurait que faire de labourer, ni d'agir. Le mercantilisme, qui domine la pensée économique entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, modifie le sens du terme « économie politique » en ne s'intéressant, avec l'émergence des monarques absolus, d'abord qu'à la richesse du prince, censée être équivalente à la prospérité du royaume et de ses sujets. Les mouvements les plus avancés dans cette perspective sont fournis par le colbertisme français ou le caméralisme allemand. Adam Smith avait conscience de ce que la définition de Montchrestien comporte d'arrière-fond mercantiliste, aussi il insiste dans la richesse des nations sur l'aspect enquête sur la nature et la cause de la richesse des nations. Selon les physiocrates, à la suite de Pierre de Bois-Guilbert et Richard Cantillon, François Quesnay et le marquis de Mirabeau fondent l'école des physiocrates. Ceux-ci professent que la richesse d'une nation consiste en la richesse des produits agricoles et donc des propriétaires terriens. En étudiant la formation de cette richesse, leur réponse à la question de la politique économique des États est en substance qu'ils ne doivent pas en avoir ou que le pouvoir d'État doit intervenir aussi peu que possible dans la vie économique. Les physiocrates contribuent ainsi de façon décisive à la création de la tradition libérale qui domine la pensée économique jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'économie qu'ils appellent de leur vœu est une économie plus entrepreneuriale et individualiste que politique. En défendant l'existence de droits naturels supérieurs dans leur théorie du despotisme légal, les physiocrates rejoignent aussi la tradition libérale de philosophie politique inaugurée par John Locke et diffusée notamment par Frédéric Bastiat, 1801 à 1850. L'école d'économie politique anglaise. Présentation et membres. En général, on distingue 3 générations. 1.
La première, celle des fondateurs, couvre la période de 1798 à 1830 et comprend notamment Jesse Mill, David Ricardo, qui écrit en 1817 ses principes d'économie politique, Thomas Malthus, qui écrit en 1798 son essai en population, Robert Torrent, Thomas Tooke. À ces économistes, on peut ajouter Jean-Baptiste Say, qui est élu en 1822 membre étranger honoraire du Political Economy Club de Londres, cercle fondé en 1821 et dont furent membres l'essentiel des économistes politiques anglais de l'époque, ainsi qu'une vulgarisatrice. Influente, Mrs. Marcy, qui écrit en 1817 Conversations en Political Economy. 2. La seconde génération, qui va de 1830 à 1860, regroupe des auteurs comme Richard Whately, Nassau Senior, le premier professeur d'économie politique à Oxford, en 1826, M.C. Culoche, qui écrit en 1847 Literature of Political Economy, et John Stuart Mill, qui publie en 1848 ses Principles of Political Economy, un livre utilisé dans le monde anglophone jusque dans les années 1930. 3. La troisième génération inclut notamment Bajot, Stanley Jevon, Henry Sidgwick, qui écrit un livre intitulé Political Economy en 1883 et qui joue un rôle important dans la mutation de l'économie politique anglaise à une vision cambridgienne de l'économie. John Neville Keynes, père de John Maynard Keynes et auteur de Scope and Method of Political Economy en 1891. Art, sciences et politique. Les nuances, pour ne pas dire les différences, entre les membres de l'école d'économie politique anglaise sont notables. Ainsi David Ricardo écrit à Malthus en 1820 « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie, une enquête sur la distribution. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science. Mais ce qui fait la spécificité de cette école, c'est qu'elle distingue nettement l'art de gouverner de la science de l'économie politique, dont le but pour Nassau Senior est établir les principes généraux qu'il est fatal de négliger. Au contraire, les économistes politiques des autres pays ne font pas cette différence à cette époque et chez eux, l'économie politique était à la fois un art et une science. Toutefois, si la distinction entre l'art du politique et la science de l'économie politique est forte dans cette école, il n'en demeure pas moins que le lien entre l'économie politique et la politique est dans les faits complexe. En effet, il y a une volonté de propager notamment par le biais du Political Economy Club les vrais principes de l'économie politique. Les membres de ce club sont hautement impliqués dans la vie politique anglaise, puisque 52 des 151 membres de ce club élus entre 1821 et 1870 furent parlementaires. Parmi eux, certains furent des hommes politiques de premier. Plantel William Ewart Gladstone, un des grands premiers ministres anglais du XIXe siècle. Il y a entre ses membres une très forte controverse vers 1820, entre le courant dit du radicalisme philosophique ou utilitarisme, courant laïque,
et ceux qui pensent qu'il faut réconcilier économie politique et la théologie, qui veulent montrer que la nouvelle science pouvait être cooptée comme une théodicée, et même mieux être utilisée pour démontrer le dessein bienveillant du Créateur. Finalement, un accord est trouvé entre les deux parties en séparant l'économie politique de la théologie. Mais en réalité, le débat ne cesse jamais réellement car il sous-tend le problème du laisser-faire et reparaîtra très fortement sous cette forme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les principaux axes analytiques. Les principaux axes sont la loi de la population de Malthus, la théorie des rendements décroissants, la théorie de la valeur travail de Ricardo, la loi de Say, qui dans sa version forte conduit au principe de neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas créer de l'activité. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, complétée par John Stuart Mill qui introduit la demande réciproque. L'économie politique allemande, dite école. Historique allemande, 1848 à 1918. Présentation et membres. L'école historique allemande a été, pour Esperson, l'hétérodoxie la plus influente de l'économie politique du XIXe siècle. Elle compte 3 générations d'économistes qui ont été très influents dans leur pays, en particulier dans l'instauration de lois sociales, raison pour laquelle ils ont parfois été appelés Kathedersozialisten, socialistes de la chair, au sens de chais universitaire. La première génération est composée de Wilhelm Rochet, 1817 à 1894, qui écrit en 1843 Outline of Lecture on Political Economy According to the Historical Method, Bruno Hildebrand, 1812 à 1878, et Karl Knie, 1821 à 1898. La seconde génération compte notamment Gustave Schmoller, 1838 à 1917, et Lujo Brentano. Pour la dernière génération, on peut citer Werner Sombart, 1863 à 1941, ainsi que des auteurs souvent associés à eux, Max Weber et Adolf Wagner. D'une manière, les membres de l'école d'économie politique allemande sont plus interventionnistes que les membres de l'école anglaise. Si Gustave Schmoller est en faveur d'une monarchie sociale, d'autres sont en faveur d'un gouvernement plus démocratique, et d'autres encore, Robert Wagner et le jeune Werner Sombart, pour un socialisme d'État. D'une façon générale, ils réinterprètent le caméralisme et seront les conseillers du prince, dont ils légitimeront les réformes.
Discours sur l'économie politique, 1758. L'économie politique peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité par opposition à l'économie domestique. L'expression des économies politiques est créée au début du XVIIe siècle et employée à l'origine selon Charles Gide pour décrire l'étude de la production économique, l'offre et la demande de biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes, le gouvernement, la distribution des richesses et la richesse des nations incluant le budget. Pour Léon Walras, l'économie politique se définit comme l'exposé de ce qui est et le programme de ce qui devrait être. Si Antoine de Montchrestien, avec son traité de l'économie politique paru en 1615, est traditionnellement considéré comme l'un des premiers à employer ce vocable dans le sens précité, Gregory King, historien de l'économie, indique pour sa part que le premier à utiliser l'expression « économie politique » serait Louis Turquet de Mayerne en 1611 dans son livre La monarchie aristodémocratique, où le gouvernement composé est meslé des trois formes de légitime république. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot « économie » remplace progressivement le terme des « économies politiques ». Si William Stanley Jevon, un tenant de l'emploi de méthodes mathématiques, a dès 1879 plaidé pour l'adoption du terme « économie », qu'il trouve à la fois plus bref et dont il espère la reconnaissance en tant que science, la science économique, il intitule malgré tout encore son livre publié en 1879 « A Theory of Political Economy ». Ce n'est qu'en 1890 que le mot d'économie s'impose avec la publication par Alfred Marshall des Principles of Economics. Dans l'esprit de Marshall, le fait d'éviter l'emploi du terme « politique » affranchit l'économie de ses liens avec les partis politiques. Jusqu'à la crise financière mondiale débutant en 2007, le terme d'économie politique peut référer, à l'analyse marxiste, à des approches émanant de l'école de Chicago, économie, ou à l'école de Virginie, ou simplement aux conseils donnés par les économistes au gouvernement concernant les politiques économiques globales ou des sujets plus restreints. Selon Alberto Alesina, ces écoles ont étendu depuis les années 1970 le champ de l'économie politique bien au-delà du seul domaine où des planistes maximisent l'utilité d'une population, pour prendre en compte la façon dont les forces politiques affectent les choix des politiques économiques, notamment dans la distribution des revenus et les politiques de redistribution, ainsi que sur les institutions économiques. Après la crise de 2007, le terme des « économies politiques » revient sur le devant de la scène, notamment en France. L'économie politique selon Antoine de Montchrestien. Antoine de Montchrestien forge le terme d'économie politique pour renverser la thèse aristotélicienne de l'indépendance et de la supériorité de la vie proprement politique sur cette partie de la vie qui est consacrée à la production et dont traite l'économique ou science de la famille. Il ajoute: on peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de Xénophon, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie principale du tout, et que la science d'acquérir des biens, qu'il nomme ainsi, est commune aux républiques aussi bien qu'aux familles. De même, l'homme est né pour vivre en continuel exercice et occupation,
ou encore le bonheur des hommes, pour en parler à notre mode, consiste principalement en la richesse, et la richesse dans le travail. Mon chrétien fait valoir 1. Que l'enrichissement du peuple est au moins aussi efficace que de recourir à la guerre, comme le prône Machiavel, ou de se livrer à la contemplation, comme le préconise Aristote. 2. Qu'il faut célébrer le travail de l'agriculture, faire l'éloge de l'industrie et de la manufacture. 3. Qu'il faut mettre dans la société au-dessus de tout le rôle du marchand. Dans le corps social, il est semblable au cerveau dans le corps de l'individu. D'où l'on peut conclure que les marchands sont plus utiles en l'état, et que leur souci de profit, qui s'exerce dans le travail et l'industrie, fait et cause une bonne part du bien public. Que pour cette raison, on leur doive permettre l'amour et quête du profit, je crois que tout le monde l'accordera. Première évolution du concept. Article connexe, Histoire de la pensée économique. La signification du terme « économie politique » va fluctuer selon les périodes en fonction des situations économiques rencontrées par les sociétés globales. Selon les mercantilistes, les thèses développées par Antoine de Montchrestien font entendre en son nouveau et préfigurent les idées mercantilistes. Nous ne sommes plus au temps où l'on se nourrissait du gland tombé des chênes secoués, où les fruits que la terre produisait et l'eau pure étaient de grandes délices. C'est pourquoi ces belles contemplations des philosophes ne sont qu'en idées, et pour une république où l'on n'aurait que faire de labourer, ni d'agir. Le mercantilisme, qui domine la pensée économique entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, modifie le sens du terme « économie politique » en ne s'intéressant, avec l'émergence des monarques absolus, d'abord qu'à la richesse du prince, censée être équivalente à la prospérité du royaume et de ses sujets. Les mouvements les plus avancés dans cette perspective sont fournis par le colbertisme français ou le caméralisme allemand. Adam Smith avait conscience de ce que la définition de Montchrestien comporte d'arrière-fond mercantiliste, aussi il insiste dans la richesse des nations sur l'aspect enquête sur la nature et la cause de la richesse des nations. Selon les physiocrates, à la suite de Pierre de Bois-Guilbert et Richard Cantillon, François Quesnay et le marquis de Mirabeau fondent l'école des physiocrates. Ceux-ci professent que la richesse d'une nation consiste en la richesse des produits agricoles et donc des propriétaires terriens. En étudiant la formation de cette richesse, leur réponse à la question de la politique économique des États est en substance qu'ils ne doivent pas en avoir ou que le pouvoir d'État doit intervenir aussi peu que possible dans la vie économique. Les physiocrates contribuent ainsi de façon décisive à la création de la tradition libérale qui domine la pensée économique jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'économie qu'ils appellent de leur vœu est une économie plus entrepreneuriale et individualiste que politique. En défendant l'existence de droits naturels supérieurs dans leur théorie du despotisme légal, les physiocrates rejoignent aussi la tradition libérale de philosophie politique inaugurée par John Locke et diffusée notamment par Frédéric Bastiat, 1801 à 1850. L'école d'économie politique anglaise. Présentation et membres. En général, on distingue 3 générations. 1.
La première, celle des fondateurs, couvre la période de 1798 à 1830 et comprend notamment Jesse Mill, David Ricardo, qui écrit en 1817 ses principes d'économie politique, Thomas Malthus, qui écrit en 1798 son essai en population, Robert Torrent, Thomas Tooke. À ces économistes, on peut ajouter Jean-Baptiste Say, qui est élu en 1822 membre étranger honoraire du Political Economy Club de Londres, cercle fondé en 1821 et dont furent membres l'essentiel des économistes politiques anglais de l'époque, ainsi qu'une vulgarisatrice. Influente, Mrs. Marcy, qui écrit en 1817 Conversations en Political Economy. 2. La seconde génération, qui va de 1830 à 1860, regroupe des auteurs comme Richard Whately, Nassau Senior, le premier professeur d'économie politique à Oxford, en 1826, M.C. Culoche, qui écrit en 1847 Literature of Political Economy, et John Stuart Mill, qui publie en 1848 ses Principles of Political Economy, un livre utilisé dans le monde anglophone jusque dans les années 1930. 3. La troisième génération inclut notamment Bajot, Stanley Jevon, Henry Sidgwick, qui écrit un livre intitulé Political Economy en 1883 et qui joue un rôle important dans la mutation de l'économie politique anglaise à une vision cambridgienne de l'économie, John Neville Keynes, père de John Maynard Keynes et auteur de Scope and Method of Political Economy en 1891. Art, sciences et politique. Les nuances, pour ne pas dire les différences, entre les membres de l'école d'économie politique anglaise sont notables. Ainsi David Ricardo écrit à Malthus en 1820 « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie, une enquête sur la distribution. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science. Mais ce qui fait la spécificité de cette école, c'est qu'elle distingue nettement l'art de gouverner de la science de l'économie politique, dont le but pour Nassau Senior est établir les principes généraux qu'il est fatal de négliger. Au contraire, les économistes politiques des autres pays ne font pas cette différence à cette époque et chez eux, l'économie politique était à la fois un art et une science. Toutefois, si la distinction entre l'art du politique et la science de l'économie politique est forte dans cette école, il n'en demeure pas moins que le lien entre l'économie politique et la politique est dans les faits complexe. En effet, il y a une volonté de propager notamment par le biais du Political Economy Club les vrais principes de l'économie politique. Les membres de ce club sont hautement impliqués dans la vie politique anglaise, puisque 52 des 151 membres de ce club élus entre 1821 et 1870 furent parlementaires. Parmi eux, certains furent des hommes politiques de premier. Plantel William Ewart Gladstone, un des grands premiers ministres anglais du XIXe siècle. Il y a entre ses membres une très forte controverse vers 1820, entre le courant dit du radicalisme philosophique ou utilitarisme, courant laïque,
et ceux qui pensent qu'il faut réconcilier économie politique et la théologie, qui veulent montrer que la nouvelle science pouvait être cooptée comme une théodicée, et même mieux être utilisée pour démontrer le dessein bienveillant du Créateur. Finalement, un accord est trouvé entre les deux parties en séparant l'économie politique de la théologie. Mais en réalité, le débat ne cesse jamais réellement car il sous-tend le problème du laisser-faire et reparaîtra très fortement sous cette forme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les principaux axes analytiques. Les principaux axes sont la loi de la population de Malthus, la théorie des rendements décroissants, la théorie de la valeur travail de Ricardo, la loi de Say, qui dans sa version forte conduit au principe de neutralité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas créer de l'activité. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, complétée par John Stuart Mill qui introduit la demande réciproque. L'économie politique allemande, dite école. Historique allemande, 1848 à 1918. Présentation et membres. L'école historique allemande a été, pour Esperson, l'hétérodoxie la plus influente de l'économie politique du XIXe siècle. Elle compte 3 générations d'économistes qui ont été très influents dans leur pays, en particulier dans l'instauration de lois sociales, raison pour laquelle ils ont parfois été appelés Catheder Socialisten, socialistes de la chair, au sens de chais universitaire. La première génération est composée de Wilhelm Rochet, 1817 à 1894, qui écrit en 1843 Outline of Lecture on Political Economy According to the Historical Method, Bruno Hildebrand, 1812 à 1878, et Karl Knie, 1821 à 1898. La seconde génération compte notamment Gustav Schmoller, 1838 à 1917, et Lujo Brentano. Pour la dernière génération, on peut citer Werner Sombart, 1863 à 1941, ainsi que des auteurs souvent associés à eux, Max Weber et Adolf Wagner. D'une manière, les membres de l'école d'économie politique allemande sont plus interventionnistes que les membres de l'école anglaise. Si Gustav Schmoller est en faveur d'une monarchie sociale, d'autres sont en faveur d'un gouvernement plus démocratique, et d'autres encore, Robert Wagner et le jeune Werner Sombart, pour un socialisme d'État. D'une façon générale, ils réinterprètent le caméralisme et seront les conseillers du prince, dont ils légitimeront les réformes. La